l'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix, bonjour. Il est temps maintenant pour nous de parler pognon. Générique. L'idée qui consiste à dire que quelqu'un peut fabriquer de la monnaie, c'est un leurre. La monnaie ne peut être fabriquée que par les banques commerciales. Parce que ce sont les banques commerciales qui collectent les dépôts et qui font la transformation avec ces dépôts pour financer l'économie. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Quel rôle attendons-nous que les banques africaines tiennent dans nos économies et le soutien à son essor et prospérité? Joue-t-elle vraiment le jeu? Ou est-ce une apparence de façade? Comment se projette-t-elle dans ce monde multipolaire qui se met en place avec la dédollarisation des échanges internationaux? Va-t-elle être un rempart contre l'Afrique ou un allié pour l'Afrique? Pour cela, nous allons écouter et analyser une interview de M. Henri-Claude Oyima, qui est à la tête de la plus grosse banque franco-gabonaise d'Afrique centrale, la BGFI. Nous allons nous entretenir avec lui au travers de notre correspondant de Vox Africa et directeur de la chaîne, Jules Domché. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio, Parlons Pognon, qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires, qui vous sera le plus prospère, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Mon objectif, éluder avec vous comment mieux entreprendre en Afrique, avec l'Afrique et pour l'Afrique, afin d'augmenter votre chiffre d'affaires, conquérir de nouveaux marchés aptes à financer votre entreprise, payer vos fournisseurs, rémunérer dignement vos salariés et proposer de nouvelles innovations. Mais aussi mieux comprendre et entrevoir où et comment investir sur le continent. Car fonds de pension et immobilier ne seront plus forcément les seuls moyens de faire fructuer ces économies. Avant d'entendre la présentation de la personnalité de ce jour, qui est l'une des personnes les plus puissantes du Gabon, quelle est l'histoire de cette banque franco-gabonaise? Nous allons pour cela voir ce qu'en dit Wikipédia. BGFI est un groupe bancaire basé au Gabon et actif dans 10 pays africains. En 2017, c'est le principal groupe bancaire d'Afrique centrale, reconnu pour ses services de corporate banking. BGFI Bank est aussi actif auprès des particuliers. Outre son activité traditionnelle de banque, le groupe propose également des services d'assurance et de gestion de fonds. En 2017, les actifs du groupe représentaient 1109 milliards de francs CFA. L'histoire du groupe commence en 1971 avec la création d'une succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas au Gabon, Paribas. Alors que le pays connaît un boom économique lié à l'exploitation pétrolière, la succursale se développe de 1971 à 1977, ouvrant plusieurs agences dans les principaux centres urbains. En 1983, Paribas recrute Henri-Claude Oyima, alors jeune banquier gabonais qui évoluait alors à Citibank. Après plusieurs postes en France, il est appelé au Gabon en 1985 pour être nommé directeur général adjoint et responsable de l'agence de Port-Gentil. Il est nommé administrateur, directeur général de la succursale de la même année à la suite d'une grève du personnel qui réclamait une gabonisation de l'encadrement managérial. Dans les années 90, l'actionnariat de Paribas Gabon change progressivement avec un désengagement de Paribas et une montée au capital de l'État gabonais. Mais finalement, en 1997, l'État cède un grand nombre de parts pour ne garder que 10% du capital. Dans le même temps, alors que Paribas ne souhaite plus apparaître dans la dénomination de la société, Paribas Gabon est renommée Banque gabonaise et française internationale, la BGFI. En 2000,
BGFI s'implante à l'international en ouvrant une succursale à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, reprenant les locaux et une large part de la clientèle de la French Intercontinental Bank, la FIBA, sans pour autant reprendre cette dernière. Celle-ci est suivie de l'ouverture d'une seconde succursale en Guinée équatoriale en 2001. Elles seront suivies par l'ouverture d'un bureau de représentation à Paris en 2007 sous le nom de BGFI Bank International. Plusieurs filiales sont ouvertes en 2010 à Madagascar, au Bénin, en République démocratique du Congo et au Cameroun. La filiale ivoirienne voit le jour en 2011. Au début de l'année 2022, BGFI Cameroun annonce ouvrir un service dédié à la banque de détail. La banque rentre alors directement en concurrence avec First Bank et Société Générale sur ce segment de marché. En 2015, retour de Henri-Claude Ohima, PDG du groupe BGFI Bank, à la tête du patronat gabonais. L'organisation est riche en actualités, de l'idylle retrouvée avec le sommet de l'État à la confiance renouvelée des entreprises. L'entité qui fédère le secteur privé au Gabon semble renaître de ses cendres, même si le chemin est encore long. Tout d'abord, ce n'est plus la Confédération patronale gabonaise, mais plutôt la Fédération des entreprises du Gabon. FEG. La décision de renommer l'organisation qui génère 80% du PIB national a été entérinée lors de l'Assemblée générale le 10 octobre 2022 pour marquer le changement de paradigme tant prôné par Henri-Claude Ohima, PDG du groupe BGFI Bank, depuis son élection à la présidence de la FEG le 2 août dernier. Vendredi 21 octobre, l'homme fort du secteur privé gabonais était donc au palais au bord de la mer où il s'est entretenu avec le président Ali Bongo Ondimba, en présence du Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda au sujet des orientations récentes visant à redorer l'image du patronat et de la relance économique du pays. Il n'était pas seul, accompagné de son conseiller stratégique, l'homme d'affaires franco-gabonaise Christian Karangal, PDG de la holding industrielle compagnie du Como et première fortune du pays. En moins de 3 mois d'exercice, c'était la deuxième fois que le patron des patrons était reçu en audience officielle par le président après cette présentation du contexte bancaire et financier et patronal du Gabon. Je vous laisse donc avec le très jeune directeur général de Vox Africa, Jules Domché, s'entretenir avec Henri-Claude Ohima. Et je vous reviens après cette première partie. Nous sommes ici à Libreville, au Gabon, et nous avons rendez-vous avec Henri-Claude Ohima, le président directeur général du groupe BGFI Bank. Avec lui, nous allons évoquer la question du financement de l'économie africaine. Nous parlerons évidemment de l'épineuse question des devises en zone CEMAC et nous espérons partager avec lui à la fin de l'émission sa vision pour le continent africain. Si vous avez convenance, je vous propose d'aller tout de suite à sa rencontre. Monsieur Henri-Claude Ohima a toujours été présenté comme un réformateur dès son arrivée à la tête de BGFI Holding Corporation, structure pilote du groupe BGFI Bank en qualité de président-directeur général. Révélé comme celui qui viendra insuffler une nouvelle dynamique dont l'objectif est de faire du groupe BGFI Bank un groupe panafricain pour le monde. Notons que le groupe BGFI Bank est présent dans 12 pays en Afrique et en Europe et spécialisé dans 4 métiers. La banque de financement des entreprises, la banque commerciale, la banque privée et gestion d'actifs, et enfin, les services spécialisés et assurances, et représente aujourd'hui un groupe efficient, plus rentable et plus performant. Alors que le groupe BGFI Bank vient de fêter ses 50 ans, précisément en 2021, M. Henri-Claude Ohima promet de faire du groupe bancaire privé né à Libreville en 1971 une banque centenaire. Pour ce faire, le PDG peut puiser dans son passé, dans sa grande expérience accumulée depuis des années au sein de différents groupes bancaires. Après des études aux États-Unis, il trouve son premier emploi à la Citibank de New York. Il ne reste à New York qu'une année et en 1982, il rejoint la filiale gabonaise de la banque américaine. L'année suivante, il intègre la banque Paribas Gabon pour être propulsé en décembre 1983 directeur général adjoint de Paribas qui deviendra BGFI Bank SA. 2 ans après, en 1985, Henri-Claude Ohima est nommé directeur général et en mai 1986, administrateur directeur général,
le premier afrodescendant à accéder à une telle fonction au sein du groupe. Lorsqu'il est porté à la tête de la BGFE Holding Corporation, c'est l'occasion pour lui de pousser encore un peu plus loin les réformes, avec notamment son projet quinquennal d'entreprise Dynamique 2025 axé autour de 5 piliers stratégiques: le renforcement de la gouvernance, la transformation du capital humain, la garantie des ressources, la maîtrise des risques et le développement du groupe. Avec ce projet, Henri-Claude Ohima entend dépasser un total bilan de 5 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2025, une première dans l'histoire du groupe panafricain. Ainsi, il s'engage à conforter le statut de BGFI Bank dans différents secteurs de métiers que sont la banque commerciale, la banque de financement des entreprises, la banque privée et la gestion d'actifs, ainsi que les services financiers spécialisés et l'assurance. Dans ce sillage, il noue des partenariats stratégiques, notamment la souscription à des fonds de garantie tels que African Guarantee Fund, le fonds ARIS de l'Agence française de développement AFD, etc. Et à l'instar de celui signé avec Afriland First Group, qui devront faciliter les interventions sur les marchés tout en améliorant la qualité des financements accordés au profit de ce segment clientèle, PME africaines. À côté de ses fonctions de président de la BGFE Holding Corporation, Henri-Claude Ohima est également président de la Confédération patronale gabonaise, un poste qu'il retrouve après son premier mandat de 2003 à 2013. Au moment de son élection en août 2022, il prend la tête d'une institution au bord de l'implosion. Là encore, ses talents de réformateur sont mis à contribution avec succès, ce qui a permis à la plus grande confédération patronale du Gabon, devenue Fédération des entreprises du Gabon, de renouer avec la stabilité. Enfin, Henri-Claude Ohima, c'est aussi un engagement panafricaniste. Pour lui, le temps de l'Afrique a sonné. Seulement, ce temps n'a rien d'acquis. Il revient aux Africains de s'engager eux-mêmes à améliorer leurs conditions et la perception que les autres ont de l'Afrique. Pour cela, il dédie sa vie à l'accompagnement des projets de développement, aussi bien publics que privés. Nous sommes venus à la rencontre de Henri-Claude Ohima, c'est le président de BGFE Holding Corporation, qui nous fait le plaisir de nous recevoir ici à Libreville. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Les banquiers ne parlent pas très souvent, mais vous faites l'exception d'échanger avec nous. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de la résilience du groupe qui est le vôtre. On sait que ces dernières années n'ont pas été faciles dans le monde de manière générale. On pense à la pandémie de la Covid-19 et surtout la récente guerre en Ukraine qui a chamboulé un peu le monde. Alors, comment est-ce que votre groupe a pu s'en sortir face à ces différentes crises? Déjà, merci de donner au groupe BGFI Bank, par ma voix, l'occasion de nous exprimer sur ces sujets importants. Déjà, pourquoi les banquiers ne parlent pas? Les banquiers ne parlent pas parce qu'ils sont préoccupés par la confiance et les relations clientèles qu'ils ont. Donc quand ils parlent, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. Justement. Et donc vous parlez des crises tout à l'heure. Les crises font partie du monde. Et dans le mot crise, comme il est communément connu, vous avez deux particules. La première, c'est le danger, la deuxième, l'opportunité. Donc à chaque fois qu'il y a une crise, chez BGFI Bank, nous regardons l'opportunité. Et dans ces deux crises-là, il y a beaucoup d'opportunités. Donc nous travaillons beaucoup plus sur les opportunités et moins sur le danger. Justement, alors quand vous parlez d'opportunité, celle de la Covid-19, quelle est l'opportunité qu'on a pu tirer? Beaucoup d'experts estiment que l'Afrique avait là une chance justement de rebondir. Le continent a été le moins touché, la pandémie a été mieux gérée, mais est-ce que vous avez eu le sentiment que ça a pu être une opportunité 2 ans après? Alors par opportunité au niveau de la Covid, qu'est-ce que nous avons vu comme opportunité? La première opportunité, c'est qu'on a vu le côté dont tout le monde parle de la notion d'économie inclusive. C'est là où tout prend son sens. Lorsque toutes les frontières ont été fermées, nous avons vu que si nous ne comptons pas sur nous-mêmes, on ne peut pas survivre. Et on a survécu parce qu'on a pu travailler sur nous-mêmes. Et ça, c'est une opportunité pour nous aujourd'hui, de se dire, est-ce que nos économies peuvent se financer, peuvent vivre par elles-mêmes? Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Donc nous, au niveau du groupe BGFI Bank, nous disons, et nous l'affirmons avec force et détermination,
que nous sommes là pour accompagner le financement des économies africaines. Parce que si nous n'avons pas des financements forts, et malheureusement dans nos zones, nous avons toute tendance à demander à l'extérieur d'accompagner le financement de nos économies, alors que nous avons suffisamment de moyens. Ce sont les moyens financiers que nous avons, c'est-à-dire par la collecte des dépôts, nous avons aussi par nos régulateurs, nous avons aussi par les relations avec nos gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Covid nous a démontré que lorsqu'il y a danger, chacun s'enferme sur lui-même. Se recroqueville un peu sur lui-même. Et donc aujourd'hui, nous avons pu démontrer qu'on peut financer son économie et on doit pouvoir compter sur ses propres moyens, parce que tout n'est pas de dire l'Afrique doit prendre en main son destin, mais il ne faut pas que ça reste au niveau d'un slogan, il faut que ça reste au niveau des actes. Et là, la Covid a vraiment été le moment pour nous de dire on peut financer nos économies, on doit financer nos économies par nous-mêmes. Alors pour être un peu pragmatique, on sait qu'au niveau du groupe BGAFI a été lancé un projet Dynamique 2025. Est-ce que ce projet-là répond à cette logique-là et de manière pratique, en quoi est-ce qu'il consiste? Alors le projet Dynamique 2025 n'a rien à voir avec la problématique de crise avec la Covid. Le Dynamique 2025 obéit à la stratégie de groupe. Le groupe fonctionne selon des plans quinquennaux. Et nous avons commencé donc en 2005 avec un projet que nous avons dénommé Ambition 2010, qui a donc fait de 2005 à 2010. Nous avons mis un deuxième projet que nous avons dénommé CAP 2015, qui est pas de 2010 à 2015. Nous avons un autre projet qui s'appelle Excellence 2020, qui est pas jusqu'à 2020. Ouais. Et aujourd'hui, le nouveau projet Dynamique 2025, c'est celui qui a dessiné les objectifs, les orientations du groupe de 2021 à 2025. Donc où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Dans ce projet, nous avons défini 5 grands piliers. L'objectif principal, c'est d'assurer un développement efficient. Un développement qui permet de créer une richesse et avoir une maîtrise en termes de fonctionnement et de garantir les risques de notre groupe. Donc pour avoir un développement, il faut passer par des prérequis. Nous avons pensé que le prérequis, à ce qui nous concerne, c'est d'abord la gouvernance. Donc c'est avoir une gouvernance adaptée au monde d'aujourd'hui et à l'objectif de développement que nous souhaitons. Le deuxième pilier, c'est le capital humain. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, il faut qu'on transforme notre capital humain parce que nous sommes après tout une société de services dont l'objectif de ce développement, sinon pas un bon capital humain. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier sont les ressources. Donc les ressources, c'est bien gérer la trésorerie, c'est les systèmes d'information, ce sont la logistique que nous avons autour. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, ce sont les risques. Parce que tout notre métier, à chaque fois que nous accordons un crédit, à chaque fois que nous accompagnons un client, à chaque fois que nous recrutons un collaborateur, sont des risques que nous générons. Donc nous devons maîtriser totalement ces risques. Et lorsque vous avez ces 4 piliers qui sont soutenus, nous arrivons à l'objectif de développement. Donc qu'est-ce que nous appelons développement? C'est développement pays. Aujourd'hui, nous sommes sur 12 pays. Donc nous avons une ambition de faire plus dans d'autres pays. Le développement, c'est son développement métier. Nous avons aujourd'hui 4 métiers. Le premier métier, c'est le développement, le financement des entreprises. Le deuxième métier, la banque commerciale. Le troisième métier, nous appelons le service financier, la gestion privée et la gestion de patrimoine. Enfin, le dernier métier, c'est les services financiers et l'assurance. Donc ça, sont les métiers. Puis après, nous avons le développement produit. Et dans le développement produit, nous avons lancé un programme sur une stratégie digitale. Faire en sorte que nous soyons beaucoup plus proches de nos clients par des mécanismes de monde, avec cette forte digitalisation qui est à la fois de process, digitalisation de l'organisation, digitalisation et de produits. Lorsque nous avons fait cela, on arrive donc à l'ambition que nous nous sommes donnée, c'est d'avoir une ambition de développer l'Afrique par le financement efficient. Alors, on a très bien compris cette stratégie que vous avez bien expliquée. Est-ce que c'est cela qui justifie, si je ne m'abuse, que BGFI veut, au-delà d'être une banque africaine, qui est déjà le cas, être carrément une banque internationale, qu'on puisse justement avoir le groupe à travers d'autres parties du monde, parce que l'Afrique aussi ne doit pas être juste un réceptacle. L'Afrique doit aussi avoir une posture de conquérant. Nous avons dans le groupe une ambition et un idéal. L'ambition du groupe, c'est de construire un groupe africain pour le monde. Donc, vous voyez que nous sommes déjà ouverts. Deuxièmement, nous avons un idéal, c'est la recherche perpétuelle de l'excellence. Quand vous superposez tous ces deux notions, on ne peut pas être fort à l'extérieur si on n'est pas déjà fort dans son propre jardin. Et notre jardin, premier, c'est d'abord l'Afrique.
Donc nous devons d'abord nous assurer d'être forts dans notre jardin, et c'est le cas aujourd'hui. Et lorsque nous avons fini de conquérir tout notre jardin, on va à l'extérieur. Mais l'ambition là, c'est d'avoir un groupe financier africain pour le monde. Aujourd'hui, le groupe BGFI Bank sera en Europe. C'est déjà cette ambition d'aller à l'extérieur. Nous pensons que nous devons nous assurer que nous maîtrisons fortement l'Afrique. Et nous voyons aujourd'hui tous les grands groupes financiers que vous appelez mondiaux quitter l'Afrique. Donc nous devons nous assurer que l'Afrique ne reste pas un désert. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Alors, je vous posais la question parce que ça a une dimension, j'ai envie de dire, engagement, parce qu'on entend aussi beaucoup, parfois, les Africains se plaindre du fait que l'Afrique soit devenue le réceptacle de tout le monde, et on n'a pas souvent senti une forme de riposte. Comme vous le savez, la diaspora africaine aujourd'hui est de plus en plus importante, et parfois se retrouve frustrée ou coincée par l'absence de grands groupes africains qui peuvent apporter des solutions à leurs problèmes. Donc c'est pour cela qu'on se dit il est peut-être temps de bâtir ces ponts-là entre la diaspora africaine, qui est très nombreuse à travers le monde, et le continent. Souvent, nous avons du mal à comprendre le mot diaspora. De notre point de vue, une diaspora, ce sont des Africains qui sont à l'extérieur et dont la mission, c'est d'apporter leur connaissance du monde vers l'Afrique. C'est ça ce mot qu'on appelle la diaspora. Quand vous regardez les autres pays, dont on ne citera pas, vous avez des communautés importantes qui travaillent à l'extérieur, mais dont l'ambition, c'est de transmettre toute la connaissance qu'ils ont acquise dans ces pays pour développer soit leur pays ou le continent africain. Nous avons l'impression que notre diaspora, l'objectif, c'est de critiquer ce qui se fait en Afrique, mais n'apporte pas cette lumière que nous voulons, parce que quand on va à l'extérieur, l'objectif, c'est comme de prendre la lumière et de l'amener pour que l'Afrique s'illumine de manière globale. Donc, en termes de financement, nous pensons aujourd'hui, puisque nous avons des correspondants vis-à-vis avec l'extérieur. Donc, notre objectif, c'est d'abord d'illuminer l'Afrique. Lorsque l'Afrique est illuminée, le reste du monde nous verra de manière positive. Nous devons positiver nos messages au niveau africain. Nous ne devons pas être pessimistes au niveau africain. Nous devons croire à l'Afrique. Ce n'est pas aux autres de dire que l'Afrique est le continent de demain. L'Afrique est le continent d'aujourd'hui, du point de vue des Africains eux-mêmes. Nous ne devons pas prêcher le pessimisme permanent. Nous devons prêcher l'optimisme, mais avec des actions concrètes. On ne doit pas seulement dire que l'Afrique est une terre d'opportunités, parce qu'on ne mange pas des opportunités. Il faut transformer ces opportunités en actions concrètes. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau du groupe BGFI. C'est ce que je m'apprêtais à vous dire, Président. On parle beaucoup de terres d'opportunités, on parle beaucoup de l'Afrique qui est critiquée, mais ce sont aussi des faits. Vous savez aujourd'hui que pour lever des financements sur la scène internationale, c'est toujours un peu compliqué. L'Afrique est toujours sous-cotée, mal notée, est toujours présentée comme un facteur de risque à tous les niveaux. Est-ce que vous, un dirigeant de haut niveau comme vous pensez aussi qu'investir en Afrique aujourd'hui reste un risque? Vous savez, si votre histoire est contée par les autres, vous perdez le fil de l'activité. L'histoire des Africains doit être contée par les Africains. Comptons-nous notre histoire. On dit l'Afrique, il y a des risques. Mais nous qui sommes des banquiers africains, on ne voit pas de risques en Afrique. Ce sont les autres qui disent que l'Afrique est un continent à risque. Mais ce sont les mêmes qui vous disent que c'est un continent d'opportunité. Donc nous devons nous-mêmes établir des stratégies. Vous savez, le développement est un processus. Et donc il faut que nous, on arrive à établir ces éléments avec les éléments d'entrée et les éléments de sortie et ne pas rater des stades. Donc, il faut passer par le premier stade, le deuxième stade, et ainsi de suite pour remonter. Donc nous, aujourd'hui, l'Afrique, c'est nous. Nous ne pensons pas, et c'est la conviction dans notre groupe, que ce sont les autres qui viendront financer les projets africains. Et c'est parce que nous avons tendance aujourd'hui à demander, je veux dire le mot, à commander les financements à l'étranger, que les autres pensent que l'Afrique est un continent à risque. Mais quand on finance une opération, la première chose c'est quoi pour un banquier? C'est d'abord de collecter des ressources. Et nous avons la capacité de collecter des ressources puisque nous avons des bilans. Et si vous prenez le total de bilan des banques africaines, vous pouvez financer tous les projets que nous avons besoin en Afrique. Quand on dit lever les fonds
Pourquoi lever les fonds doit être nécessairement synonyme de marché hors africain? L'Afrique aujourd'hui peut lever les fonds au sein du continent africain. Mais pourquoi ça ne se fait pas davantage, Président? Parce que ce que vous dites est tellement pertinent, mais dans la réalité, on a toujours l'impression que l'Afrique a besoin d'aller lever les fonds ailleurs. On parle toujours d'eurobonds, etc. Et parfois, on regarde les banques africaines en se disant, finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire si nos États sont toujours obligés de se retourner vers l'extérieur? Pourquoi on ne le fait pas davantage, selon vous? Je dirais qu'on ne le fait pas davantage, c'est par facilité, ou peut-être par méconnaissance. Nous avons en Afrique la capacité de mobiliser les financements pour développer l'Afrique. C'est parce que les autres racontent notre histoire. Quand vous parlez de eurobond, c'est-à-dire sur des financements qu'on lève en zone euro. Bien sûr. Si vous levez les financements en Afrique, comment ça s'appelle? Il n'y a pas un nom. On va peut-être trouver un nom pour ça. Faut un nom, vous appelez quoi? Africa Bond? Je ne sais pas. Et bond, c'est déjà, c'est pas un mot africain. Ouais. Donc quand vous utilisez des mots qui ne sont pas les vôtres, déjà vous êtes perdu en termes de maîtrise. Parlons de nos monnaies. Nous avons des monnaies en Afrique. Nous avons des banques centrales en Afrique. L'idée qui consiste à dire que quelqu'un peut fabriquer de la monnaie, c'est un leurre. La monnaie ne peut être fabriquée que par les banques commerciales. Parce que ce sont les banques commerciales qui collectent les dépôts et qui font la transformation avec ces dépôts pour financer l'économie. Donc, pour monter ce système-là, il faut que nous puissions avoir des banques centrales qui soient solides, que nous puissions avoir des régulateurs qui soient solides et que nos réglementations soient tournées vers une réglementation de développement et pas une réglementation de répression. Donc, lorsque vous avez une banque centrale qui a pour objectif de financer son économie et qui n'écoute pas ce qui s'est dit à l'extérieur parce qu'on dit nous sommes dans un monde mondialisé, on a bien vu qu'avec la Covid, on n'est plus dans un monde mondialisé, que chacun protège ses propres frontières. Oui. Donc, protégeons nos propres frontières avec déjà nos banques centrales parce que le financement passe par la banque centrale et passe par les régulateurs avec les banques commerciales. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes toujours sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix, votre émission économique et géostratégique de l'après-midi qui parle business et entrepreneuriat pour mieux vous guider dans vos choix et décisions de conquête commerciale. L'émission qui doit vous permettre de mieux appréhender le milieu des affaires et anticiper le climat des affaires. Chacune de mes émissions doit vous être utile pour mieux entrevoir les possibilités commerciales et industrielles dans le monde et les opportunités d'affaires si vous souhaitez vous positionner dans un secteur. Je suis là pour ça. Audit, conseil, accompagnement et déploiement sont les services que je mets à votre disposition au travers de mon émission Parlons Pognon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes pages L'Afrique d'une seule voix sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et si vous souhaitez me joindre directement, allez sur mon groupe Telegram Parlons Pognon. Nous sommes avec M. Henri-Claude Oyima, PDG du groupe BGFI Banque, aussi à la tête du patronat gabonais, la FEG, une organisation qui génère 80% du PIB national. Le Gabon est surtout réputé pour son pétrole, selon les dernières estimations communiquées par la Banque mondiale. Sa croissance devrait atteindre 2,7% en 2022 grâce aux bonnes performances des secteurs pétroliers, miniers et du bois. Le taux d'endettement public devrait se situer à 58,3% du PIB en 2022, avec une population avoisinant les 2 millions d'individus. Quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le Gabon a enregistré une forte croissance économique au cours de la décennie passée, portée notamment par la production de pétrole et de manganèse. En 2020, le secteur pétrolier a représenté 38,5% du PIB et 70,5% des exportations, malgré les efforts engagés pour diversifier l'économie. La diversification de l'économie et le renforcement du capital humain sont les priorités pour les autorités qui ont adopté une série de mesures pour améliorer le climat des affaires. Face à un seuil de pauvreté de 33% de sa population, le gouvernement a décidé d'axer sa politique sociale autour
des 3 piliers suivants. Mise en place de programmes sociaux intégrés pour les populations les plus vulnérables, création d'activités rémunératrices pour les populations les plus démunies, réduction des inégalités d'accès aux services publics. Mais tout cela reste des écrits, des recommandations que l'on retrouve à la Banque mondiale, mais qui sur le terrain ne sont pas appliquées ou simulées dans de beaux rapports que personne n'a le pouvoir de contester. L'Afrique continentale, subsaharienne, a depuis la fin des colonisations nagé dans un plus parfait paradoxe. Des richesses immenses, mais des populations pauvres et une insalubrité incroyable. En 2023, nous avons l'obligation de nous mettre sur des standards internationaux qui sont le reflet de notre efficacité et notre volonté d'aller de l'avant. La confiance passe aussi par l'image de ton pays que tu renvoies au monde entier. Laisser nos villes s'ériger comme des poubelles, avec des populations faméliques et affamées, une diaspora qui fuit son pays pour y trouver de l'aide à l'extérieur, ne peut faire croire à l'honnêteté des promesses. Le Gabon aurait dû être le petit Qatar du golfe de Guinée, tellement ce pays est minuscule mais engrange d'argent rien que par sa rente. Or, où passe tout cet argent ? Car même en le volant, il y en a tellement à dépenser que cela ruissellerait sur l'économie locale, ce qui n'est pas le cas. Nous reprenons avec M. Henri-Claude Oyima. La totalité de l'interview, vous le retrouverez dans la version replay de l'émission. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Alors, j'ai l'impression, quand je vous écoute, Président Henri-Claude Oyima, que la question du narratif est très importante. C'est-à-dire que la question de la perception que nous, en tant qu'Africains, nous avons de nous-mêmes et que les autres peuvent avoir d'eux-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème? Parce qu'il y a en toile de fond, dans votre discours, la dénonciation de ce complexe d'infériorité qui habite, pour la plupart, certains Africains jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez une idée sur comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème du narratif sur l'Afrique de manière générale? Je pense que d'abord sur ce problème, ça dépend de vous, les organes de presse. Oui. Que vous puissiez un peu plus parler de nous que de prendre pour argent comptant ce que les autres disent. Vous connaissez l'histoire du lion et des chasseurs. Bien sûr. Quand vous allez en forêt, un lion vous poursuit. Quand vous arrivez, que vous avez la chance de ne pas être dévoré par le lion, vous racontez votre histoire de la bravoure. Oui. Vous avez défié un lion en forêt. Mais demandez au lion de raconter la même histoire. Vous n'aurez pas la même version. Donc nous, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que c'est à vous, les organes de presse, de parler de nos capacités à faire. Et que vous puissiez parler ça avec maîtrise un peu du sujet aussi, de ce que nous sommes. Nous parlons de financement d'économie. Le financement de l'économie ne peut pas être financé par d'autres personnes. Puisqu'on a vu le modèle aujourd'hui, le modèle aujourd'hui qui est connu, c'est quoi? C'est ce que vous appelez les IDE, les investissements directs étrangers. Pensez-vous sincèrement qu'un étranger peut venir construire votre maison? À moins qu'il soit très gentil, ce dont j'en doute. La gentillesse n'existe pas dans les affaires. Un étranger ne peut pas venir chez vous construire votre maison. Vous construisez votre maison par vous-même. Et si un étranger vous apporte une aide, vous devez vous poser la question, quelle est la contrepartie de cette aide? Parce que dans le business, il n'y a pas d'aide. Il faut que nous puissions comprendre ça une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas d'aide dans le business. Il y a des contreparties. Oui. Donc si je vous apporte une aide, c'est que j'attends la contrepartie. Et nous devons savoir à chaque fois quelle est la contrepartie de l'aide qu'on nous apporte. Que l'on vienne investir, oui. La contrepartie, ce sont les dividendes. Ça, c'est clair. Mais quand on vous parle d'aide, quelle est la contrepartie? Et quand on a posé cette question pour dire, quand j'ai identifié la contrepartie, je sais si j'accepte cette aide ou pas. Mais n'acceptons pas des aides parce qu'on n'a pas compris la contrepartie. En disant les autres sont très généreux, ils nous apportent des aides. Non. En matière économique, en matière financière, il n'y a pas de générosité. Il n'y a que le business qui compte. Comme on dit souvent, on n'a pas des amis, on n'a que les intérêts. Alors vous m'avez lancé une pique. Je me ferais plaisir de vous lancer la même pique. Les médias africains commencent à exister, essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas aussi accompagnés par les entreprises africaines. J'ai envie de dire que c'est un tout.
en réalité. Pour que les médias africains puissent être forts et construire ce narratif que vous appelez de vos voeux, il faut bien qu'ils puissent avoir des synergies entre ces médias et les grands groupes africains qui commencent à fleurir pour que cela soit possible. Je pense qu'on est d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un pacte de confiance entre vous, médias, et nous, entreprises. Que nous puissions parler le même langage. Justement. Que vous puissiez raconter la vraie vie des entreprises et que les entreprises puissent vous faire confiance. Justement. En disant, vous allez raconter la vraie vie des entreprises et nous savons que ce que vous allez dire fait écho. Si nous passons tout le matin à écouter les radios des autres, on ne s'en sortira pas. C'est un réel problème. Si nous passons tout le temps à voir les images des autres, on ne s'en sortira pas. Donc racontons nos propres histoires, j'insiste encore. Et là, ça, nous devons travailler ensemble. Je pense que ce qu'on est en train de faire déjà, c'est bien que vous ayez accepté de nous parler, parce qu'on avait souvent aussi ce problème de capitaines d'industrie africains ou de grands dirigeants africains qui préfèrent aller s'exprimer ailleurs que de s'exprimer sur les médias africains. Donc je pense que sur ce point de vue, on se rejoint. Je voudrais qu'on sorte de cette question en parlant d'un problème aussi qui est pratique. Vous avez évoqué la monnaie tout à l'heure, et il y a une question qui revient. Moi, je ne suis pas spécialiste du monde des finances, très loin de là, mais j'entends beaucoup parler de devises. Et j'ai discuté avec quelques entrepreneurs ici en Afrique centrale principalement, qui se plaignent de plus en plus de leur incapacité à travailler parce que, dit-on, il y a un problème de devises. Déjà, c'est quoi cette histoire de devises et qu'est-ce qui fait problème pour que nos entrepreneurs aient de plus en plus de mal à commercer, notamment avec l'extérieur? Alors, la problématique qui est posée présentement, ça se résume à une expression, c'est la nouvelle réglementation de change. La Banque centrale, avec les ministères en charge de l'économie et de la monnaie dans nos pays, ont adopté une nouvelle réglementation de change. Cette réglementation de change, comme ça se fait partout ailleurs, on ne peut passer d'un pays à un autre en contrôlant la Banque centrale. Donc la Banque centrale, c'est la mère des banques. Justement. C'est elle qui garde les devises qui sont générées dans le pays. Et c'est elle qui est normalement l'intermédiaire entre les correspondants extérieurs et les banques nationales. Malheureusement, nous étions pendant longtemps dans un système où les opérations se faisaient en contournant la Banque centrale, en faisant directement. On a vu par ce mécanisme-là, ce qu'on appelle les devises, c'est-à-dire les avoirs extérieurs de nos États, étaient détenus à l'extérieur. C'est un raisonnement normal de se dire que nos devises ne peuvent pas être détenues par une autre institution que notre propre banque centrale. C'est du bon sens. Donc vous savez que lorsque vous bousculez les habitudes, ça devient un peu compliqué. Donc ça, c'est au niveau de la présentation de la chose. Maintenant, dans l'application en tant que telle, nous sommes des pays à la fois d'exportation de matières premières, justement, mais d'importation de tout ce que nous consommons. Lorsque les produits d'exportation ne sont pas à nous, mais à des tiers, nous allons dans les statistiques qui sont fausses. En d'autres termes, qu'est-ce que nous exportons? On exporte des minéraux, puisque c'est notre zone. Du pétrole, du gaz, du manganèse et tout cela. Mais quand nous exportons cela, est-ce que ce sont nos entreprises qui exportent? Non. Ce sont les entreprises d'autres qui exportent. Si ces entreprises ne nous appartiennent pas, mais il est normal que ces recettes ne peuvent venir dans nos pays. Par contre, nous importons tout. Et quand nous importons, nous sommes à 100% d'importation. Donc quand vous n'avez pas suffisamment de devises pour payer ces importations, vous arrivez à un effet de ciseaux qui bloque tout. Donc la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je n'ai pas suffisamment de devises pour vous permettre de couvrir vos importations. Donc à ce moment-là, il faut limiter vos importations. Limiter vos importations en tout ce qui est nécessaire. Donc on regarde ce qui est nécessaire, ce qui est important et ce qui est accessoire. Donc au niveau de ce qui est accessoire, on consomme local. Au lieu systématiquement d'importer à l'extérieur, essayons de créer un marché entre nous. Pourquoi faut-il aujourd'hui importer la viande? Alors que nous avons dans la zone des pays qui produisent de la viande. Nous avons des côtes. Pourquoi importer le poisson? On peut pêcher sur place. Donc vous voyez que tous ces éléments font qu'on peut peut-être limiter les importations avec ce qu'on n'arrive pas à produire sur place pour faire fonctionner nos mines, nos usines.
Mais tout ce que l'on peut consommer, on peut peut-être éviter d'importer à l'extérieur. Alors, si j'ai bien saisi ce que vous dites, ça veut dire que ce phénomène qui est présenté peut-être comme un frein est en réalité une opportunité pour, pourquoi pas, créer de véritables industries dans les différents pays africains. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut regarder l'opportunité. Et la réglementation change, effectivement, ça doit être opportun pour nous. Mais comme nous étions habitués avec le chemin ancien, on n'a pas envie de changer. Ouais. Oui, parce que je suis assez surpris et c'est bien que vous ayez pris la peine de bien expliquer, parce que quand on écoute les gens à l'extérieur, ils se plaignent, enfin on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui se cache derrière cette nouvelle réglementation de change, parce que comme vous l'avez si bien dit, si on arrive à travers cette nouvelle réglementation à faire de la production locale un nouveau levier, ce sera forcément plus d'emplois et forcément plus d'opportunités. Donc, c'est peut-être mieux que vous expliquiez davantage et que vous acceptez peut-être de parler plus souvent pour le commun des mortels, pour qu'ils comprennent. Je vous dis ça parce que je me suis carrément fait agresser par certains entrepreneurs et quand j'ai dit à certains que non, j'ai une interview avec le président de BGFI, il lui dit, mais posez-lui la question, on n'arrive plus à rien faire, on n'arrive plus à rien importer. Donc. Si vous prenez le problème au premier degré, effectivement, c'est une difficulté. Oui. C'est une difficulté, pourquoi? Parce que la réglementation de change telle qu'elle a été conçue, c'est parce que des études avaient été faites et qui démontraient, selon ces études, que les Africains de la zone, quand on dit Africains de tous les opérateurs économiques de la zone, entretenaient à l'extérieur des avoirs injustifiés. Et donc l'objectif de cette réglementation, c'est de faire venir cette prétendue avoir extérieur injustifié. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'avoir à l'extérieur. Ou du moins, il n'y a pas le volume que l'on pensait avoir. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que nous importons tous les jours. Mais comme nous ne produisons que très peu dans notre région, et que nous importons la totalité de tout ce que nous consommons, vous arrivez à un moment où les importations sont supérieures aux exportations. Et comme les importations sont supérieures aux exportations, et la Banque centrale, son objectif étant de gérer les équilibres entre les exportations et les importations, on bloque les importations. Donc nous devrions plutôt penser à l'envers et se dire réellement qu'est-ce que nous importons. Est-ce nécessaire? Est-ce nécessaire d'importer? Est-ce que ce que nous importons, on ne peut pas le consommer, on ne peut pas le produire au niveau local? Et là, ça devient des opportunités économiques pour nous. Au niveau agricole, au niveau alimentaire, on peut faire beaucoup de choses. Nous avons de belles terres, nous avons de l'eau, nous avons la pluie. Donc. Mais il se reste un problème, celui du financement. Parce que l'autre problème aussi, les entreprises africaines se plaignent du très faible taux de financement, notamment par les banques. Et il y a l'épineux problème de la fameuse garantie qui revient. Et je sais que BGFI Group ambitionne d'être la banque qui finance les entreprises africaines. Alors, de manière pratique, comment est-ce que vous comptez régler ce problème d'accès au financement? Ça fait des années qu'on en parle. À un moment donné, il y avait une légende qui disait que les banques africaines étaient en excès de liquidité et on ne comprenait pas pourquoi est-ce que les entreprises se plaignaient de financement. Alors, sur cette question précise. Alors, je vais essayer d'être pratique. D'abord, quand on dit qu'une banque est liquide, c'est un pléonasme. Ouais. Une banque doit être liquide. Mais la liquidité de la banque, c'est quoi? Ce sont des dépôts qu'elle a collectés auprès des clients. Et quand elle collecte ces dépôts, puis son métier premier, c'est la transformation de ces dépôts en crédit. Il faut que je m'assure que quand je transforme vos dépôts en crédit, je m'assure que celui à qui j'accorde le crédit garantit le remboursement. On est dans un cercle qui doit être vertueux. Et celui qui prend le financement doit savoir que ce n'est pas un cadeau qu'on m'a donné. Tout à l'heure, je vous dis qu'il n'y a pas de cadeau. Justement. Donc, il sait très bien que le mot, c'est emprunter. Et quand on dit j'emprunte, je dois savoir que je dois rembourser. Peu importe le mot, je dois rembourser. Et c'est une dette. Quand on a compris ce système vertueux, il n'y a pas de problème de financement. Puisque je veux tout à l'heure, je l'ai dit, effectivement, les banques d'Afrique, nos zones particulièrement, ont de la trésorerie. Mais il faut savoir aussi que le métier de banquier est un métier qui est très réglementé. Donc si nous voulons lancer de manière forte et dynamique le financement de nos économies, nous devons nous asseoir au niveau des fédérations des banques de la zone
au niveau des ministres en charge de la monnaie et du crédit, au niveau de nous, banques qu'on appelle les banques premières dans notre jargon, pour nous asseoir pour dire comment désormais on finance nos économies. Parce que les banques qui sont régies par une réglementation ont des ratios. Vous avez les ratios de liquidité, vous avez les ratios de transformation à long terme, vous avez les ratios qui limitent les financements sur une seule contrepartie. On se met ensemble et on arrête le nouveau dispositif pour financer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va empêcher aux banques de financer les grosses opérations. On va empêcher aux banques de financer les États. Mais les mêmes États à qui on refuse d'être financés par les banques locales, on autorise ces mêmes États à être financés par des banques extérieures. Donc vous voyez qu'on est dans un système qui n'est pas vertueux, alors que nous savons faire. Le métier de la banque, nous savons faire. Alors il faut en fait, si je vous écoute bien, une sorte de réforme, parce que le problème reste le même. Nous qui essayons sur le terrain de rencontrer des jeunes qui créent des start-up, qui ont des projets, certains très pertinents, et qui vous disent on est coincé parce qu'aucune banque ne veut nous suivre. Et quand on leur dit mais un projet comme ça, n'importe quelle banque devrait vous suivre, ils disent oui, mais on nous demande une garantie que nous ne pouvons pas. Comment on fait? Parce qu'on passe là à côté parfois d'opportunités qui auraient tout simplement permis de transformer l'Afrique. Comment on fait pour régler ce problème, M. Oyema? Le problème de garantie, il est simple. On se prend la tête pour rien. La première garantie d'un projet, c'est d'abord le promoteur. Est-ce que le promoteur croit d'abord à son projet? Quand le promoteur arrive à démontrer qu'il croit à son projet, il faut qu'il pose un acte. Le premier acte qu'il doit poser, si je crois à mon projet, combien je mets dans mon projet? Et souvent on dit à nos promoteurs, les premiers qui doivent croire à vos projets, c'est d'abord vos propres parents. Est-ce que je suis capable de convaincre mon père, ma mère? Justement. Est-ce que je suis capable de convaincre mes amis? Est-ce que je suis capable de convaincre ma contrée qui croit à mon projet? Parce que nous avons tendance à penser que là, j'ai une idée de projet, je donne la banque, et c'est la banque fait le reste. La banque fait le reste. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la banque prête ce qui appartient à autrui. Et donc, pour que la banque puisse prêter ce qui appartient à autrui, il faut qu'elle s'assure que vous-même, en tant que promoteur, vous connaissez d'abord votre propre projet. On n'est pas dans la spéculation. Pour dire, voilà, j'ai une idée, je donne ça à la banque accompagne mon projet. Si ça marche, c'est bon pour moi. Si ça ne marche pas, c'est la banque qui prend la perte. On n'est pas dans un monde vertueux. Pour être dans un monde vertueux, il faut vraiment que d'abord, le promoteur croit à son projet, mais vraiment dans sa chair, son projet. Ensuite, il doit convaincre son environnement. Et la banque ne peut que pour accompagner. Donc le mot, nous accompagnons le financement du projet. On n'est pas devant. Nous ne sommes pas des entrepreneurs. Par contre, vous avez, dans les institutions financières, comme dans le groupe BGFI Bank, des outils, des mécanismes que nous avons mis en place de prendre des participations avec des promoteurs. Nous avons une filiale de groupe qui s'appelle BGFI Capital, qui peut prendre des participations pour autant que le promoteur arrive à convaincre cette division de la banque d'investissement. Et à ce moment-là, il peut mettre un peu de capital pour vous accompagner, mais avec un objectif de sortie. Sur une période de 5 ans, on vous accompagne. Quand vous avez grossi, on vous cède la partie que nous appelons nous accompagner. On passe à notre projet qu'on appelle le capital développement. Justement. Donc ça veut dire que des mécanismes existent, mais soyons d'abord vertueux, ayons confiance en nous-mêmes. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. 2 signatures solennelles pour accroître l'inclusion financière de l'Afrique. Afriland First Group et BGFI Holding Corporation, respectivement organes fêtiers des banques éponymes, ont signé à Douala au Cameroun le 20 janvier 2023 un accord cadre de coopération interbancaire, afin de renforcer une relation qui a cours depuis des années, mais qui avait besoin d'un cadre formel établi par les organes fêtiers. Cette relation devra permettre aux 2 grands groupes bancaires panafricains qui ont en commun d'avoir pris leur envol en Afrique centrale de consolider leurs offres grand public pour favoriser l'inclusion financière en Afrique.
Les deux groupes vont désormais mettre ensemble leurs moyens, dans le moyen humain, le moyen matériel, le moyen financier pour mieux accompagner nos clients. Et si nous mettons ensemble sur notre savoir-faire, si nous mettons ensemble sur notre volonté de réussir ensemble, de construire ensemble. Vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, les rapprochements se font. Et lorsque vous êtes ensemble et que vous partagez un même idéal qui est la performance de nos entreprises en Afrique centrale, l'Afrique centrale sera encore beaucoup plus forte et beaucoup plus résiliente. Pour Afriland First Group, ce nouveau rapprochement avec BGFI Holding Corporation représente un atout, un de plus dans le long combat pour la création de richesses en Afrique. Il est question de cheminer ensemble pour gagner ensemble en produisant plus de résultats au grand bonheur de l'Afrique. Actually, the two Pan-African banking group, namely BGFI Banking, BGFI Holding. Actuellement, les deux groupes bancaires panafricains, la holding de la BGFI ainsi que celle d'Afriland First Bank, joignent leurs efforts pour une Afrique prospère. Nous offrons une multitude de produits bancaires qui répondent aux besoins de chaque Africain et qui aident au développement économique. Quand vous avez d'un côté les moyens de paiement adaptés, accompagnés de moyens financiers solides. Parce que lorsque nous nous mettons ensemble, nous augmentons nos capacités financières. On peut dès lors créer et booster le développement économique. We both have a strong financing capacity. You can then foster and boost economic development. Le nouveau cadre de coopération créé entre Afriland First Group et BGFI Holding Corporation couvre plusieurs secteurs d'activité, entre autres la formation, le commerce international, les transferts d'argent, les opérations de trésorerie ou encore l'ouverture de comptes de correspondants. Ceci dans toutes les régions où les deux groupes sont désormais présents, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Europe et même l'Asie. Alors, récemment, à Douala, au Cameroun, vous avez signé un accord de coopération avec une autre banque africaine, panafricaine, Afriland First Bank. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Déjà, qu'est-ce qui a motivé? Quelle est la vision derrière? C'est effectivement un bel exemple pour nous de coopération sud-sud. Vous savez qu'habituellement, la coopération, c'est nord-sud, ainsi de suite. Nous avons pensé qu'on pouvait peut-être signer des coopérations sud-sud. Et nous avons pensé avec nos frères d'Afriland, que je salue, qui ont bien voulu que nous puissions mettre en commun notre réflexion. D'abord, on n'est pas en train de parler de partenaires capitalistiques. Bien sûr. On parle de partenaires stratégiques, c'est-à-dire au niveau de la conception, pour que nous puissions mieux accompagner nos entreprises. Qu'est-ce que nous devons de faire? C'est que nous, au niveau du système d'information, partager nos connaissances. Au niveau d'accompagnement des financements, c'est-à-dire partager les risques. Justement. Pour que si nous mettons ensemble nos fonds propres, on peut accompagner des projets structurants de grande envergure. Alors que si nous allons seuls, ben nous serons limités par les fonds propres de nos différentes filiales. Donc en mettant ces deux groupes aujourd'hui, qui sont les deux premiers groupes financiers de la zone Afrique centrale, ça double notre capacité à accompagner ces entreprises-là. Donc nous avons au niveau des ressources humaines, le partage de nos ressources humaines, le partage de nos méthodes, le partage de nos procédures, pour que nous puissions, je dirais, sortir par le haut et prendre de deux groupes, celui qui a la meilleure présentation, celui qui a la meilleure procédure, celui qui a la meilleure efficacité en termes de fonctionnement et en termes de formation. Voilà ce que nous avons mis en place avec Afriland qui a été lancé ces derniers temps. Alors si je comprends bien, c'est aussi une possibilité de réponse au problème qu'on évoquait plus haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec ce partenariat, vous êtes à mesure de financer d'énormes projets si vous êtes ensemble. Les États, par exemple, ne sont plus forcément obligés de se retourner vers la Chine, vers l'Union européenne pour aller mobiliser les fonds parce qu'il y a deux groupes africains qui, ensemble, peuvent supporter ce niveau d'engagement. Est-ce que c'est bien l'idée? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire ensemble, on peut aller plus loin. On peut faire plus grand. Ensemble, on fera plus grand. Ouais. Ensemble, on pourra mieux accompagner. Ensemble, on pourra mieux comprendre. Parce que là, au niveau de l'analyse des risques, nous allons sur un même client avoir deux analyses. C'est-à-dire ce que l'un a vu pourra permettre de renforcer la vision de l'autre. Et ensuite, là où peut-être je peux percevoir un risque,
il peut me démontrer que c'est une opportunité, et vice-versa. Et donc, à ce moment-là, vous savez, quand vous mettez ensemble vos moyens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ce que nous souhaitons faire aujourd'hui avec nos frères de la Finlande, parce que vous savez, c'est quand même, nous sommes le premier groupe financier, à Finlande, le deuxième groupe. Ça veut que 1 plus 2 ne font pas 1 plus 1 ne font pas 2, mais nous pensons 1 plus 1 feront 3. D'accord. Voilà. Pour être beaucoup plus fort pour financer nos économies. Et donc, nos États devraient, avec ces deux groupes-là, nous faire beaucoup plus confiance. Justement. Alors, on va sortir de cet entretien en essayant de revenir sur la question de la vision. Je dois avouer qu'à titre personnel, je vous découvre dans cet aspect d'engagement pour l'Afrique, dans ce discours que je qualifierais vraiment de afro-centré, afro-optimiste, parce que vous avez dit qu'il faut éviter le pessimisme, pour dire, si on voulait faire avec vous une sorte de projection en termes de l'avenir de l'Afrique, vous, où est-ce que vous voyez l'Afrique? Je vais être très sobre dans les 10 prochaines années, parce que mine de rien, on se rend compte qu'il y a des mutations énormes qui se font sur le continent. On se rend compte que des groupes comme BGFI Afriland n'existaient pas. Il y a encore quelques années, n'avait pas cette puissance africaine-là, il y a encore quelques années. Dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez ce continent qui, visiblement, vous tient autant à cœur qu'à nous autres? Déjà, vous comprenez que nous sommes Africains. On ne peut vivre qu'en Afrique. C'est pas obligé, il y a plein d'Africains qui vivent bien loin de l'Afrique. Vous les avez appelés diaspora tout à l'heure. Nous sommes Africains, on vivra en Afrique. Nous sommes Africains, nos dépouilles seront en Afrique. Il faut nous comprendre cela. On n'a pas d'autre choix que d'aimer l'Afrique. On n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que l'Afrique puisse être un endroit où il fait bon vivre. Pour nous-mêmes d'abord. Nous n'avons pas le choix que d'aimer l'Afrique. Nous n'avons pas le choix d'abord de nous aimer nous-mêmes. Nous n'avons pas le choix que de nous faire confiance entre Africains. On ne peut pas laisser notre histoire être racontée par les autres. Nous ne pouvons pas laisser notre continent être développé par les autres. Aujourd'hui, si vous prenez toutes les études de tous les grands pays, chacun a un département d'intelligence économique, comment rentrer en Afrique. Justement. Pendant ce temps, les Africains eux-mêmes sont spectateurs de ce qui se passe sur leur propre continent. Nous sommes assis sur des minéraux. Nous sommes assis sur des opportunités que nous ne voyons pas. Il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux, que nous puissions nous rendre compte que notre devenir n'est pas ailleurs et que nous devons tout faire pour que l'Afrique soit prospère. Mais l'Afrique ne sera pas prospère par la volonté des autres. L'Afrique sera prospère par notre propre volonté, par notre engagement personnel, par notre envie de faire et par l'amour que nous avons pour l'Afrique. Et c'est comme ça que nous, BGFI Bank, nous avons pris le pas de se dire faisons ce qui est dans notre pouvoir, au moins inscrivons dans l'histoire notre nom, et pour que nous puissions apporter cette petite contribution dans le développement de l'Afrique. Si chacun d'entre nous apporte une petite contribution ensemble, ça sera une grande contribution pour l'Afrique. Donc n'ayons pas peur de l'Afrique. Ne soyons pas pessimistes pour l'Afrique. N'écoutons pas ce que les autres disent de l'Afrique. Les risques, les crises, il y en a partout. Bien sûr. Il y en a partout. La preuve aujourd'hui en Ukraine, qui est en pleine guerre, on a bien vu comment le monde occidental y met énormément d'argent. Voilà. Mais vous avez bien vu, si vous parlez d'Ukraine, on vous fait la démonstration que c'est l'Ukraine qui nourrissait l'Afrique. Ça doit être une espèce de petite honte pour nous quand même. Justement. Et donc nous avons l'opportunité quand même de faire beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des terres. On peut faire l'agriculture. Nous avons de l'eau. On peut faire la pêche. Nous avons la pluie qui tombe en abondance. C'est une bénédiction. Là où les autres cherchent de l'eau pour arroser le moins des petits jardins. Et nous avons des êtres humains. Nous avons la main-d'œuvre. Et nous avons l'intelligence. Donc ne nous sous-estimons pas. Ne pensons pas que l'apport que nous avons est inférieur par rapport aux autres, bien au contraire. Parce qu'après tout, on a dit, l'humanité a commencé en Afrique. Bien sûr.
Merci beaucoup, Président. Si vous avez convenance, on va prendre cela comme votre mot de fin, à moins qu'il y ait une question à laquelle vous aimez répondre que je ne vous ai pas posée. Non. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Merci pour la sincérité et la qualité de vos réponses. Ça a été un réel plaisir. Madame, Monsieur, merci également à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Henri-Claude Ohima, président directeur général du groupe BGFI Bank, qui nous a reçus ici à Libreville au Gabon. Et j'espère que comme nous, vous avez apprécié la qualité de cet échange. Parlons pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires, business et entrepreneuriat, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent, avec vous donc mes chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous chaque jour à la même heure, au même endroit, sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Si comme tous mes intervenants, vous avez des expériences à partager avec des chiffres, des statistiques et des objectifs de conquête économique africain ou panafricain, si vous souhaitez mener à maturité votre projet et le développer sur le continent ou à l'international avec stratégie et méthodologie, contactez-moi sur le WhatsApp de la radio au 00 336 650 212 83 ou directement sur mon Telegram à Parlons Pognon. Avant de conclure, hier j'ai lancé une idée, comme ça, et j'attends vos retours sur cette proposition. Organiser une délégation d'entrepreneurs et investisseurs africains et afrodescendants désireux de voir et savoir comment se créer de nouvelles opportunités d'affaires, évaluer le climat des affaires et le milieu des affaires en se rendant ensemble au prochain forum économique Russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dites-moi si l'idée vous plaît et contactez-moi sur la plateforme de l'Afrique d'une seule voix. Restez connectés sur nos ondes. Le programme continue. À demain avec d'autres découvertes et analyses. Vous étiez avec Patrice Dianse Pognon de Parlons Pognon. Bye bye. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.